2 secondes. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette webconférence consacrée au régime de prévoyance de la convention collective dite Syntec. Alors je suis avec 2 de mes collègues, Philippe Vialet, bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour Laurent. Et Laurent Caboche qui va nous présenter précisément le régime de prévoyance. Bonjour Laurent. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne pour le moment, là vous êtes 5. Vous êtes un peu chanceux parce que du coup, on va pouvoir échanger par le chat. Vous voyez, c'est sur la partie droite de votre écran. Vous pouvez poser des questions par rapport à notre déroulé. Donc n'hésitez pas, Philippe est là pour relever les questions, y répondre, et puis en direct, ou bien voir si à tous les 3 on a la réponse. Le processus, c'est que je vais partager mon écran pour présenter le support sur notre sujet du jour. La webconférence est enregistrée, donc vous pourrez avoir accès au replay, et vous pourrez aussi, via Webikeo, aller télécharger le support que l'on va présenter. Mais sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Donc, on va passer une petite demi-heure ensemble sur les particularités liées au régime de santé et de prévoyance de la convention collective Bureau d'études techniques. Quelques mots auparavant sur Audience. Nous sommes un groupe de protection sociale, un GPS comme on dit, qui est dédié au secteur culture, communication, médias, mais aussi à tout ce qui est environnement tech, lié directement ou indirectement au secteur culturel. Alors, comme tous les groupes de protection sociale, nous avons 2 grandes caractéristiques. On est un ensemble d'institutions sans but lucratif et gérées de manière paritaire, parité stricte entre organisations syndicales et organisations patronales. Et concrètement, Audience a 6 grands métiers. Tout ce qui concerne l'assurance, donc notamment la prévoyance, la complémentaire santé. Nous gérons la retraite complémentaire de tous les salariés du secteur culture, communication, médias. Nous avons évidemment un certain nombre de dispositifs dans le cadre de l'accompagnement solidaire, la prévention sociale. Nous bénéficions pour nos adhérents d'un pôle médical et de prévention qui est à Paris dans le 9e arrondissement. Une particularité qui concerne précisément les artistes et les techniciens intermittents du spectacle, nous gérons les congés spectacles pour cette catégorie de salariés. Et enfin, nous avons un certain nombre de services aux professions comme un data lab, c'est-à-dire un ensemble d'études dédiées au secteur culturel. Nous avons un centre de formation et nous gérons un certain nombre de services en lien avec les syndicats et nos professions. Voilà rapidement sur Audience. Alors, concrètement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire un petit tour d'horizon sur cette convention collective dite Syntec. Le terme officiel n'est pas tout à fait juste, parce que Syntec, c'est le nom de l'un des syndicats patronales qui a négocié cette convention collective. L'objectif est d'arriver à présenter précisément le régime de prévoyance et de complémentaire santé de cette convention collective, et c'est Laurent qui va s'occuper de cette partie-là. On vous propose 3 parties. Première partie, une présentation succincte de la convention collective avec évidemment les entreprises qui sont visées, le champ d'application. Ensuite, nous avons noté 3 grands points clés de la convention, classification, contrat de travail, et quelques mots sur notamment le secret professionnel et les brevets d'invention. Et Laurent donc passera la plus grande partie sur le détail du régime de prévoyance et de complémentaire santé de cette convention collective. Alors, nous commençons par une fiche d'identité. Alors, cette convention collective a une bonne trentaine d'années. Elle a été négociée en 1987 et elle a été étendue en 1988. On rappelle qu'une convention collective étendue, ça signifie qu'elle s'applique à l'ensemble des entreprises qui sont visées par son champ d'application, c'est-à-dire toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas signataires, celles qui ne sont pas adhérentes de l'une des organisations patronales qui l'a négociée.
son petit numéro, hein, vous savez que les conventions collectives sont identifiées par un numéro IDCC, identification de la convention collective. Son IDCC, c'est le 1486. Alors donc, les signataires, eh bien, il y a un certain nombre d'organisations patronales, dont le Syntec, et bien sûr un certain nombre d'organisations de salariés. Le champ d'application est très large d'un point de vue territorial, c'est l'ensemble de la France métropolitaine, mais aussi les départements, les régions et les collectivités. Et enfin, en ce qui concerne plus précisément le champ d'application professionnel, eh bien, ce sont toutes les entreprises qui vont avoir pour activité l'ingénierie, le conseil, les services informatiques, les cabinets d'ingénieurs conseils et aussi les entreprises qui organisent des foires et des salons. Si on entre un petit peu dans le détail, et si l'on regarde du côté des codes NAF, vous savez, les codes NAF, c'est nomenclature d'activité française, c'est la codification utilisée par l'INSEE pour classer les entreprises selon leur secteur d'activité, selon leur activité principale. On rappelle juste un point concernant le NAF, donc donné par l'INSEE au moment où l'entreprise se crée. Le NAF n'a qu'une visée statistique et n'a pas de poids juridique. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas forcément parce qu'on a tel code NAF que c'est forcément telle convention collective, que c'est forcément telle activité. Hein. C'est un indice c'est un code qui est donné par l'INSEE en fonction de ce que l'entreprise a rempli au moment de la création de son entreprise. Bref, vous avez à l'écran un certain nombre potentiellement visés par cette convention collective. Bien. Alors, une fois qu'on a vu donc cette petite présentation, quelques points clés de la convention. Alors, premier point, les classifications, c'est-à-dire les métiers et les classifications professionnelles. Dans cette convention collective, il y a 3 grandes classifications. Les employés, techniciens et agents de maîtrise, ETAM, les chargés d'enquête, c'est un petit peu particulier, et les ingénieurs et cadres. Donc 3 grandes catégories. Alors vous avez, pour ce qui est des employés, techniciens et agents de maîtrise, donc non cadres, hein, si on devait résumer, un certain nombre de métiers comme infographiste, webmaster, concepteur multimédia, responsable marketing, ce genre de choses. On retrouve cette classification à l'annexe 1 de la convention collective. Deuxième catégorie, les chargés d'enquête. Alors ça, c'est très particulier, c'est tout à fait propre à cette convention collective. Ce sont les personnes qui sont recrutées eh bien, pour faire les sondages, que ce soit physiquement dans la rue ou par le biais d'appels téléphoniques. On va en reparler tout à l'heure, juste la vignette d'après, au regard de leur contrat de travail qui est un petit peu original. On retrouve les particularités dans l'annexe 3. Et enfin, les ingénieurs et cadres, c'est-à-dire l'ensemble des métiers pour lesquels il y a ce statut d'ingénieur de cadre, on retrouve les métiers précisément établis dans l'annexe 2 de la convention collective. Alors, en lien justement avec cette classification, eh bien, on a les contrats de travail. Alors, cette convention collective eh bien, prévoit évidemment les 2 grandes catégories de contrats, CDI ou CDD, le CDI étant le contrat par défaut. Une petite particularité qu'il y a des mentions obligatoires qui sont prévues par la convention collective, l'article 5 de la convention. C'est particulier, pourquoi? Parce que vous savez que le Code du travail lui-même ne prévoit aucune mention obligatoire hein, dans la rédaction du CDI. Et d'ailleurs, un document écrit n'est même pas obligatoire selon le Code du travail. Ce n'est donc pas le cas pour cette convention collective. En ce qui concerne le CDD, la convention collective reprend les règles de droit commun. Je vous rappelle qu'on peut recruter quelqu'un en CDD pour trois grands motifs: le remplacement d'un salarié momentanément absent, l'accroissement temporaire d'activité et, le cas échéant, si l'emploi est concerné, le CDD pour motif d'emploi temporaire par nature. Et puis, il y a cette particularité que l'on retrouve dans certaines conventions collectives, mais en l'occurrence dans la convention collective Syntec, c'est le CD2I. C'est le contrat de travail à durée indéterminée, intermittent. Alors déjà, tout de suite, on lève l'ambiguïté, il n'y a aucun rapport avec la notion d'intermittent du spectacle, hein, c'est un faux ami. Le CD2I est un CDI, donc ça d'accord,
intermittent dans le sens où il va s'adresser à des salariés qui ont des postes pour lesquels le temps de travail va fluctuer dans l'année. Et c'est pour ça qu'on mettait en rapport avec les chargés d'enquête, qui peuvent être, pour lesquels l'employeur ne peut pas savoir à l'avance exactement le temps de travail qu'ils vont avoir sur l'année. Donc le CD2I permet de prendre en compte cette variation de temps de travail sur l'année, de lisser le temps de travail estimé, de lisser la rémunération et de faire un point chaque année à une date anniversaire pour savoir si finalement la personne a travaillé plus ou moins, et si jamais la personne a travaillé plus, de réajuster le salaire et le cas échéant de repartir sur une nouvelle année avec un nouveau volume horaire. Voilà 2 mots sur le CD2. Rémunération, la convention collective, j'ai noté un point dans la convention collective qui concerne les salariés qui sont recrutés avec une convention de forfait en jours. Pour eux, la rémunération doit être majorée, tout au moins la rémunération du minimum conventionnel doit être majorée de 20%. C'est une particularité à laquelle il faut faire attention quand justement on recrute et quand on négocie le salaire. Il ne faut pas oublier cette particularité. Congés payés, alors il y a une prime de vacances qui est prévue par cette convention collective. C'est une prime qui est au moins égale à 10% du montant de l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire du coup 1% du salaire brut. Elle est versée en cours d'année à titre divers, elle peut prendre la forme, la raison, elle peut avoir différentes raisons, peu importe. Elle s'appelle prime de vacances dans la convention collective dans tous les cas. Il y a 2 points clés. Elle doit être donc d'un montant au moins égal à 10% de l'indemnité congé payé, et il y a une partie qui doit être versée entre le 1er mai et le 31 octobre. Pour le reste, à la faculté de l'organiser comme il le souhaite. Et dernier point, un point là aussi spécifique à cette convention collective, c'est les situations où il y aurait une invention du salarié et la question du secret professionnel. Alors, le secret professionnel, on va aller vite, étant donné que tout salarié dans une entreprise a déjà un devoir de réserve et une obligation de bonne foi quant à son contrat de travail. Là, il y a une particularité un peu plus forte concernant le secret professionnel. Tous les salariés doivent le respecter. Bien. En ce qui concerne les inventions du salarié, alors on rappelle déjà qu'une invention qui est faite par le salarié durant son temps de travail, avec les moyens de l'entreprise, cette invention est réputée appartenir à l'employeur. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait durant son temps de travail, avec les outils qui lui ont été mis à sa disposition. Si cette invention est brevetable, dans ce cas-là, il y a une prime qui est due aux salariés. Et s'il y a une exploitation commerciale de cette invention dans les 5 ans après son dépôt, il y a une rémunération supplémentaire qui est due aux salariés. Dans le cas où l'invention n'est pas brevetable, l'employeur a la faculté d'attribuer une prime aux salariés. Donc voilà une petite particularité qui peut viser évidemment les ingénieurs et cadres. Voilà les points clés qu'on peut relever dans cette convention collective. Nous passons maintenant à notre partie centrale qui concerne la protection sociale donc complémentaire, et je laisse la parole à Laurent. Merci Pascal, donc rebonjour à tous. Donc moi je suis Laurent, je suis responsable d'affaires en assurance de personnes sur le marché entreprise. Autrement dit, je propose des solutions de couverture aux salariés des employeurs sur les régimes de prévoyance et de santé, et c'est justement ce qu'on va aller voir tout de suite de ce qui est prévu dans la convention collective du Syntec. Donc déjà, un postulat de base, les accords de branche prévoyance et santé qui sont signés dans les conventions collectives constituent des minima obligatoires que l'entreprise qui a une activité qui appartient au champ d'application de la convention collective doit absolument respecter. Vous pouvez avoir un niveau de couverture qui est au moins égal ou supérieur en tout point à l'accord sur tous les postes concernés. Là, vous serez réputé conforme à vos obligations. En revanche, si vous avez un seul poste qui serait inférieur à ce qui est prévu dans les accords, qu'il soit prévoyance et de santé, vous ne serez pas conforme. Le risque, minime soit-il, c'est que votre salarié qui viendrait à se rendre compte qu'il y a un manque en termes de prestations, vous serez amené, vous, en tant qu'employeur, à verser justement ce manque de prestations. Ça peut représenter des sommes plus ou moins importantes. En santé,
En fonction de la dépense, ça reste gérable. Mais en prévoyance, si c'est un décès avec des montants relativement importants ou des indemnités d'arrêt de travail, là, la somme peut être un peu plus importante. Donc, au niveau de l'accord prévoyance, alors Pascal le disait, c'est une convention collective qui a plus de 30 ans. L'accord prévoyance a été signé en 1997. Il concerne l'ensemble du personnel, quel que soit le type du contrat de travail ou quel que soit son temps d'activité. Et la prévoyance, en fait, derrière, on parle de quoi? On parle de risque lourd. Alors, cet accord de branche concerne le risque décès. Donc, c'est-à-dire, c'est un capital qu'on va verser aux bénéficiaires désignés par le salarié au moment de son décès. Donc, c'est des sommes d'argent qui sont calculées par rapport à la rémunération du salarié, tout simplement. Vous avez aussi le risque rente éducation. Donc là, c'est pareil, c'est une forme de capital qui est versée sous forme de rente par mois aux parents, aux parents survivants pour les enfants à charge du salarié, avec une rente dont le montant varie en fonction de l'âge de l'enfant et du pourcentage prévu dans la convention collective, dans l'accord de branche. Vous avez aussi le risque arrêt de travail. Donc là, on parle de l'incapacité temporaire ou arrêt de travail. Là, on est plus dans un système indemnitaire qui va compléter justement le système indemnitaire obligatoire de sécurité sociale. Donc là, vous avez un pourcentage de rémunération qui est assuré après une franchise qui est prévue au contrat. On va le voir un peu plus tard. Et vous avez aussi le risque invalidité ou incapacité permanente. Donc là, on est sur des situations d'interruption de travail plus long, beaucoup plus long même, voire même dans des situations lourdes de handicap, des cas où vraiment on ne peut plus du tout travailler. Là, c'est le salarié qui va être classé dans un degré d'invalidité par le médecin conseil de la sécurité sociale. Je rappelle, la première catégorie, on peut encore travailler, c'est souvent des temps thérapeutiques adaptés. Et deuxième et troisième catégorie, là, on ne peut plus du tout travailler, voire même en troisième catégorie, on a besoin de l'aide d'une tierce personne pour continuer à vivre. Et là, pareil, on va verser une rente qui va compléter la rente obligatoire de sécurité sociale qui est également prévue dans les cotisations URSSAF. La répartition des cotisations, elle est libre. Néanmoins, l'employeur ne peut jamais financer moins que le salarié. Donc, on part au moins sur une répartition à 50-50 par patronal, par salarial. Petit point particulier sur la prévoyance pour les ingénieurs et cadres. Là, on se réfère en fait à la convention collective des cadres qui date de 1947, qui prévoit la fameuse couverture minimale obligatoire au taux de 1,50%, taux qui est entièrement à la charge de l'employeur. Donc, pour les prévoyances des cadres, les premiers 1,50% doivent être entièrement à la charge de l'employeur. Dans cet accord de branche prévoyance Syntec, vous avez un régime de base, donc c'est sur celui-ci sur lequel vous devez vous assurer que votre contrat en place est bien conforme, et des options qui sont souvent à la main de l'assureur. Généralement, c'est deux options qui sont proposées. Vous avez une première option qui améliore le risque d'essai et une deuxième option qui améliore à la fois le risque d'essai et le risque arrêt de travail et invalidité. Les cotisations, c'est des cotisations classiques en prévoyance qui sont indexées sur le salaire. Pascal, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Oui. Donc justement, le montant de ces cotisations, elle est assise sur l'intégralité du salaire brut du salarié, non plafonné, toute tranche de salaire confondue. Évidemment, les prestations seront calculées sur cette même base. Un petit rappel sur le maintien de salaire employeur que vous avez à faire au moment où le salarié se déclare en arrêt de travail pour maladie ou vie privée ou professionnelle. Donc, sachez que pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté, vous n'avez aucun maintien de salaire à effectuer. C'est que la sécurité sociale qui intervient. Pour les non-cadres qui ont une ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans, je vais vous donner cet exemple-là, le premier mois d'arrêt de travail, vous devez lui maintenir un plein salaire. Le deuxième et troisième mois, vous versez 80% du salaire habituellement perçu. Pour les ingénieurs et cadres de plus d'1 an d'ancienneté, et quelle que soit leur ancienneté après, c'est 3 mois de maintien de salaire à plein salaire. Au-delà de ça, au-delà des 3 mois, parce que vous voyez bien que votre maintien de salaire, en fait, est au maximum de 90 jours, et si l'arrêt de travail du salarié se poursuit, et si vous n'avez pas mis de prévoyance en place, il n'y a que la sécurité sociale qui intervient. Donc là, on a vraiment une perte sèche de rémunération pour le salarié. Et donc, cet accord de branche vient à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu. Donc, la franchise qui est prévue dans l'accord de branche, c'est 90 jours. Et on garantit
80% du salaire brut, avec évidemment ce qui est versé par la sécurité sociale. Je vais faire une moyenne qui tourne autour de 50% de l'indemnité journalière du salaire journalier du salarié. Donc voilà, franchise 90 jours, indemnisé à 80% du brut. Cet accord prévoyance prévoit aussi des minima incompressibles en fait, de garantie, notamment sur le risque décès et sur la rente éducation, dont le plancher en fait est le plafond mensuel de la sécurité sociale. Si on le ramène à l'année, c'est le plafond annuel de sécurité sociale. Donc on garantit pour un non-cadre 170% du plafond annuel de sécurité sociale et pour un cadre 340. Je vous laisse lire ce qui est prévu aussi pour la rente éducation. Sous-entendu, un salarié qui a une rémunération inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale, pour rappel, il est fixé cette année à 3 428 € brut mensuel, ben on va lui garantir un capital d'essai qui sera calculé sur ce plafond, 3 428 €, donc plus favorable. En revanche, pour les salariés qui ont des rémunérations supérieures à ce plafond, eh ben, l'assiette de prestation, ça ne sera pas ce plafond mensuel, puisque le salaire est supérieur, on va prendre par conséquent l'intégralité de son salaire. Dans tous les cas, c'est deux options qui sont plus favorables. Voilà pour les points essentiels de cet accord de prévoyance. On va passer du coup à l'accord de mutuelle santé. Donc là, l'accord santé Syntec, il a été instauré comme au moment de la réglementation qui a imposé toutes les mutuelles, des mutuelles d'entreprise à toutes les entreprises de droit privé. Donc ça s'est fait fin 2015 avec l'accord national interprofessionnel qui a généralisé donc, du coup toutes ces mutuelles au 1er janvier 2016. Cet accord possède une répartition réglementaire également, 50-50 entre l'employeur et le salarié. Rien ne lui interdit de financer davantage, mais là, vous allez avoir un petit impact fiscal, non pas pour l'imposition des sociétés, mais plus pour l'impôt sur le revenu du salarié, puisque tout ce que finance l'employeur est considéré comme, entre guillemets, un avantage en nature, un élément de rémunération, et ça impacte du coup le net fiscal du salarié. Donc répartition 50-50 minima. Vous avez un régime de base qui prévoit aussi des options déjà au niveau des ayants droit. Donc de base, le salarié peut choisir de rattacher son conjoint ou son concubin. Rassurez-vous, l'intégralité des assureurs du marché prévoit aussi la notion de pacsé comme ayant droit, entre guillemets, deuxième adulte. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et la convention et l'accord santé prévoit aussi des options facultatives individuelles. L'accord, c'est un régime de base et 3 options. Le salarié peut justement, à partir du moment où l'entreprise n'a pas souscrit au maximum de l'option prévue par l'accord, compléter le régime entreprise par les niveaux supérieurs possibles avec un supplément de cotisation qui sera du coup exclusivement à sa charge. Voilà le régime optionnel qui est prévu, soit en adhésion entreprise ou soit en adhésion facultative individuelle pour compléter le niveau socle entreprise. J'ai oublié de dire, Philippe va vous mettre dans le chat les liens pour les garanties, justement, parce qu'on parle de garanties, mais c'est bien aussi que vous ayez une visu complète des garanties qui sont prévues dans les accords. Donc, vous verrez l'accord prévoyance et aussi l'accord santé et toutes les options prévues. Merci Philippe. Donc, vous allez avoir forcément des tarifs pour le régime de base et les options entreprises, et aussi des tarifs pour les options facultatives individuelles qui seront forcément un petit peu différentes. La convention collective, l'accord santé, a également négocié, et ça c'est plutôt quelque chose de très intéressant, un régime d'accueil pour les salariés en maintien de droit. Sous-entendu, les salariés qui vont quitter l'entreprise, soit retraités, soit qui ont été licenciés, en tout cas ils ont été bénéficiaires de la portabilité des droits et qui sont arrivés justement à la fin de période maximale autorisée et qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, ces salariés vont pouvoir maintenir la couverture qui était en place dans l'entreprise et dont ils bénéficiaient en tant qu'actifs, avec une évolution tarifaire dans le temps sur 3 années. La première année, en fait, il va conserver le même tarif que les actifs de l'entreprise, cotisation qui sera forcément exclusivement à sa charge. Là, il n'y a plus la participation de l'employeur et vous le comprenez bien. Et la deuxième et troisième année, le tarif va évoluer. Deuxième année, plus 25% du tarif de la première année. Et la troisième année, plafonné à plus 50% du tarif de la première année. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est rarement intégré dans les conventions collectives.
Pascal, merci. Cet accord prévoit bien évidemment l'ensemble des cas de dispense réglementaires prévus par la réglementation URSSAF, les directives URSSAF, qu'elles soient de droit ou instaurées délibérément en fait dans votre acte juridique fondateur du régime. Je vous rappelle, quand vous mettez en place un dispositif de protection sociale complémentaire, vous devez le formaliser par un acte juridique qui est de trois types, soit un accord d'entreprise, soit un accord référendaire, ou souvent, ce qu'on voit le plus souvent et ce qui est le plus simple pour les TPE-PME, un accord, ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur. Donc les salariés peuvent, dans certaines situations, refuser le bénéfice de la mutuelle. Vous, votre position d'employeur, elle est claire, simple, vous ne pouvez exclure personne. C'est le salarié qui va se retrouver dans différentes situations et qui va pouvoir du coup se dispenser de bénéficier du régime et du coup, évidemment, de ne pas payer la cotisation afférente. Vous allez retrouver par exemple les salariés en CDD de moins de 12 mois qui peuvent refuser le bénéfice sur ce simple fait, les salariés en CDD de plus de 12 mois mais qui bénéficient déjà d'une couverture santé par ailleurs, que ce soit par un parent ou déjà à titre individuel, peuvent refuser le bénéfice de la mutuelle. Les salariés qui sont bénéficiaires de la CMU-C, les salariés qui sont embauchés et qui possèdent déjà une mutuelle qu'ils payent à titre privé, là, la dispense qui est autorisée est une dispense temporaire, c'est-à-dire qu'à l'échéance de leur contrat privé, ils n'auront pas le choix d'intégrer la mutuelle de leur employeur. Libre à eux après de conserver ou non leur mutuelle à titre privé pour compléter. Et enfin, les salariés qui bénéficient d'une couverture collective obligatoire par ailleurs, soit par le biais d'un autre emploi, ou en tant qu'ayant droit rattaché au contrat collectif de l'employeur du conjoint, de son conjoint. Là, il peut refuser le bénéfice du coup de la mutuelle de son propre employeur. Pascal? Laurent, juste, donc les bénéficiaires, c'est le salarié de l'entreprise et éventuellement ses enfants, c'est bien ça, hein? C'est justement ce qu'on va voir dans la slide d'après, les points particuliers D'accord. sur cet accord santé-syntec. Ouais. On Ça, va le voir c'est tout de suite. particulier, ça, quand même. Exactement, exactement. Alors déjà, premier point, une première particularité, parce que ce n'est pas la norme dans les contrats mutuels du marché, c'est que les cotisations sont forfaitaires en euros. Elles ne sont pas indexées habituellement sur ce qu'on appelle le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est une variable qui évolue généralement à chaque 1er janvier de l'année. Alors c'est vrai que dans le contexte Covid, on a eu un gel de ce plafond mensuel de la sécurité sociale pendant 2 ans. Mais là, on a une perspective d'évolution assez sensible, assez forte même, de l'ordre de 4 à 5%. Le fait d'être sur une cotisation forfaitaire en euros, eh ben, vous n'êtes pas sensible du coup à cette évolution de cette variable annuelle, ce qui est plutôt intéressant en termes d'impact financier. Justement, Pascal, on revient justement sur la structure de cotisation. Elle est atypique puisque c'est une structure de cotisation obligatoire salarié plus enfant, globalisée. Il faut que votre contrat collectif santé prévoie cette structure de cotisation. Les assureurs, notamment du Syntec, peuvent prévoir en plus une cotisation salariée seule, mais s'ils ne la prévoient pas, il faut que vous ayez une cotisation salariée plus enfant obligatoire. Donc, c'est-à-dire que, sous-entendu, le salarié qu'il ait ou non des enfants paiera le même prix qu'un salarié qui a des enfants et qui souhaiterait le rattacher à son contrat. C'est vraiment à l'avantage du salarié qui souhaite rattacher des enfants. Et vous allez forcément aussi avoir, on en a parlé tout à l'heure, une cotisation supplémentaire pour le deuxième adulte, conjoint, concubin ou pacsé. Au niveau des prestations, ce n'est pas un régime qui a été négocié au rabais, l'accord santé-syntec, c'est un régime qui est déjà, sur sa forme de base, plutôt avantageux. Des points particuliers, notamment sur les remboursements des spécialistes. Je vous rappelle déjà le contexte entre les spécialistes qui signent c'est pas un espèce, ils ont signé un accord de maîtrise de dépassement d'honoraires avec les sécurités sociales, ce qu'on appelle le DPTAM. Là, vous êtes déjà sur un remboursement de 195% de la base de remboursement. Et pour ceux qui ne l'ont pas signé, ce qui est une grosse majorité quand même, notamment en Ile-de-France, vous êtes sur un 175% de la base de remboursement, en vous rappelant que le plafond des contrats responsable et solidaire, il est fixé à 200%. Donc, on est déjà sur le haut du panier. L'accord prévoit sur son régime de base 2 séances de médecine douce à 30 € par séance. L'implantologie dentaire, qui est une dépense assez onéreuse, surtout en France,
où là, elle est remboursée, donc pour l'implantologie non remboursée par la sécurité sociale, l'accord prévoit un remboursement annuel de 500 €. La chirurgie réfractive de l'œil, c'est-à-dire l'opération au laser, notamment pour les myopes, 600 € par œil. Une grille optique distincte entre l'adulte et l'enfant. Vous pouvez avoir aussi une grille unique. Généralement, l'assureur aligne les prestations de l'adulte sur l'enfant, donc ce qui est plutôt favorable. Et aussi un forfait chambre particulière de 45 € par nuit. Donc tout ça pour vous dire que déjà sur sa forme de base, le régime Syntec est quand même plus favorable que dans d'autres conventions collectives. Des évolutions de cet accord ont eu lieu sur les 4, 5, 6 dernières années même, surtout liées à l'évolution réglementaire de base au niveau des directives URSSAF. Premier avenant sur le versement santé en 2016, je vous rappelle rapidement ce que c'est. En fait, c'est le versement par l'employeur d'une compensation financière pour les salariés particuliers, notamment les CDD de très courte durée, inférieurs aux 3 mois, ou alors les salariés qui sont à temps très partiel, qui du coup seront dispensés d'affiliation au régime santé, mais l'employeur compenserait en fait cette dispense par un financement avec une formule un peu alambiquée de calcul pour connaître le versement complet, pour justement les aider à se couvrir par ailleurs. Donc ça, c'est l'avenant versement santé. Le deuxième avenant, là, ça a été quelque chose d'un peu plus global sur l'ensemble du marché, c'est le décret 100% santé qui est arrivé effectivement au 1er janvier 2020. La convention collective s'est mise en conformité par rapport à ce décret. Et le dernier avenant en 2019, avec une petite revalorisation des tarifs de la branche, de l'accord santé, et un dispositif pour promouvoir des actions de prévention dans la branche Syntec, qui est fait en fait par un fonds collectif financé par un degré élevé de solidarité entre les entreprises du secteur. C'est-à-dire que dans vos cotisations santé, vous financez un fonds collectif, hein, ça n'a aucun impact direct, pour vous c'est complètement transparent, mais vous financez un fonds global pour des actions de prévention et d'accompagnement solidaire et social. Voilà, je ne ferai pas correctement mon travail de commercial si je ne vous disais pas qu'Audience est bien sûr là pour vous accompagner, soit dans la mise en place ou soit dans des études comparatives par rapport aux équipements que vous avez actuellement. On a une offre donc complète qui vous permet d'être en totale conformité avec vos obligations, en prévoyance avec notre offre Digital Prévoyance, comme Philippe vous l'a mis dans le chat, avec le détail des garanties, et notre toute nouvelle offre qu'on a développée cet été pour la partie santé avec Tech Ecom Santé Audience. Ce sont des offres évolutives qui sont adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises, tout en maîtrisant vos budgets. Audience se rapproche de plus en plus, enfin se rapproche et confirme sa présence sur ces secteurs du numérique, de tech, parce que historiquement, nous couvrons des secteurs qui s'inscrivent aussi dans la transformation numérique et digitale, l'événementiel, le numérique culturel, tout ce qui est industrie créative, production de films d'animation, réalité virtuelle, jeux vidéo. Donc voilà, on est de plus en plus présent et on a une vraie légitimité sur ce secteur. Lié à nos produits de couverture, on associe des services pour optimiser les dépenses santé. On travaille avec un réseau de soins, des professionnels qui s'engagent à faire des gestes commerciaux sur nos honoraires de base. On a une plateforme de télémédecine. On essaie aussi de faciliter l'accès aux soins. Pascal en a parlé au début dans la présentation d'Audience. On a un pôle santé en plein cœur de Paris, rue Bergère, dans le 9e, avec 7 étages, avec toutes les disciplines médicales, un pôle prévention très, très intéressant pour nos adhérents. On a aussi des services d'assistance vie quotidienne quand vous êtes immobilisé et que vous ne pouvez pas faire grand-chose, comme une aide ménagère vous proposez pour quelques heures de ménage chez vous. Bien évidemment, on essaye aussi de simplifier ces process d'études comparatives, de mise en place. On sait que c'est chronophage, ça prend du temps. Et bien là, on est là aussi pour simplifier les process par des extranets dédiés, employeurs, salariés, des démarches en ligne, des espaces dématérialisés avec des applications mobiles. Tout ça pour vous aider au quotidien dans la bonne gestion et de vous faire perdre un minimum de temps. Pascal, je te laisse finir sur la dernière slide. Voilà. Alors, déjà, merci pour votre attention. On va tout de suite basculer sur le chat pour voir si on a des questions et des réponses à apporter surtout. Sinon, pour information, nous animons des webconférences tous les mois. La prochaine, par exemple, c'est fin octobre sur la question de l'obligation d'emploi des travailleurs, déclaration annuelle à faire, et donc il y a quelques nouveautés cette année.
mais vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube l'ensemble des webconférences que l'on a pu traiter ces derniers temps. Voilà, merci pour votre attention. On bascule tout de suite sur le chat pour voir les questions et les réponses. Alors, Pascal, Laurent, pas de questions pour l'instant. Mais pour ceux qui sont encore présents, ils peuvent poser des questions, bien évidemment. On est là pour y répondre. Je vais mettre les liens pour voir les replays sur le chat également, ce qui permettra donc aux personnes qui suivent la webconférence de cliquer dessus et de revoir la webconférence et de télécharger le document. Bon, tu as dû être très clair, alors. Il y a pas de... Tant mieux, c'était le but. Bon. Pas de questions. Ok. Mais, merci à vous, Sabrina. Bah, écoutez, on peut s'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci Laurent, merci Philippe. Merci à tous. Et avec plaisir à une prochaine fois sur nos webconférences. Bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.